Bonjour Pascal, bonjour Gwen. Bonjour Peter. Bonjour à toutes et tous. On va se lancer sur un autre débat dans cette salle de débatologie. Pour celles et ceux qui n'étaient pas là hier, qui n'ont pas encore vu ces formats de débat, ça va peut-être vous sembler un peu différent par rapport à d'autres débats que vous avez pu voir, parce qu'on essaie de tenter un format qui est fondamentalement plus constructif que des débats classiques. On va limiter la contre-argumentation, beaucoup plus essayer de clarifier les positions des unes, des uns, des autres, pour être au clair sur les points d'accord, les points de désaccord, et peut-être aboutir à une diminution de certaines polarisations qui peuvent exister au sein d'un débat et qui ne nous aident pas forcément à trouver des solutions ou à coexister dans le pluralisme des idées. Donc c'est un projet que je porte, je m'appelle Peter Barrett et je vais faciliter ces échanges. On a sur ce sujet aujourd'hui, donc l'idéologie est-elle plutôt compatible avec l'esprit critique? Et nous avons nos deux protagonistes qui vont débattre de ce sujet. Pascal Wagner-Egger et Gwen Palares. Alors je vais commencer par Gwen Palares pour la présenter, maîtresse de conférence en didactique des sciences à l'université de Reims. C'est ça. Reims Champagne-Ardenne, pardon, très important la Champagne. Ses travaux portent sur l'enseignement de l'argumentation et de l'esprit critique dans le contexte de la controverse socio-scientifique, IA, transition écologique, genre, biotique, donc des sujets très intéressants, argumentation, etc. Exactement. Je me dis si je me trompe. C'est parfait. Merci beaucoup Gwen. Et Pascal Wagner-Egger, psychologue social à l'université de Fribourg en Suisse. Ses travaux portent sur les croyances, théorie du complot, croyances paranormales, racisme, sexisme et les raisonnements quotidiens. Donc la façon qu'on a de raisonner. Oui. Super. Et donc nous avons là deux superbes personnes pour nous parler de ce sujet et elles ont un rôle à jouer évidemment dans ce débat. Vous aussi vous avez un rôle à jouer dans tout ce débat. Et ce rôle c'est celui d'observer, d'écouter évidemment. Mais le problème dans un débat c'est que souvent on est déjà un peu d'un côté ou de l'autre. On a souvent déjà un peu la réponse à la question. Et comme on a un biais de confirmation, on a tendance à uniquement écouter ce pourquoi on est déjà d'accord et à soutenir uniquement le côté qu'on a envie de soutenir a priori. Donc c'est pour ça que je vais vous donner une orientation un peu particulière, je vais vous amener dans un sens un peu particulier pendant ce débat. C'est vous en tant que public, vous avez un intérêt particulier à regarder une chose. C'est à quel point ces personnes sont constructives l'un avec l'autre. Et pour ce faire, vous allez pouvoir voter à 3 moments pendant le débat pour dire à quel point elles ont été constructifs l'un avec l'autre. Donc c'est ça le rôle que vous avez aujourd'hui. Gardez-le bien en tête pour qu'on soit plus en capacité de remettre en question nos idées et d'aller au plus près de ce qui est juste de penser. Alors là, il y a une petite partie un petit peu, on va dire, scolaire dans ce débat, c'est que une chose qu'on essaie de faire, un peu qu'on tente de nouvelles idées, c'est de prendre des données de ce qui se passe pendant ces débats. Et donc dans ce cadre-là, on va faire un pré-test et un post-test pour nos débatteuses et débatteurs et pour notre public. C'est-à-dire que vous allez scanner ce QR code, sélectionner, mettre un petit nom, un petit pseudo, sélectionner la salle débat, idéologie et esprit critique, et vous pourrez remplir un petit questionnaire qui testera votre humilité intellectuelle, votre niveau de polarisation idéologique et votre niveau de polarisation affective sur ce sujet. Pascal, toi aussi tu dois le faire, Gwen aussi tu dois le faire, tout le monde doit le faire. Tu le fais pas? Mais j'ai pas de... Ah, t'as pas de téléphone? Ouais, si, mais je l'ai mis, je l'ai arrêté. Enfin, je l'ai... Sinon, je te file mon téléphone, y a pas de problème. Ouais, non, je pense que... J'ai peut-être... Ah oui, c'est important aussi de mesurer vous et votre polarisation, et évidemment celle du public. Ah non, j'ai pas l'appli. Je me log out pour que tu puisses. C'est pas la même question, je pense que c'est la même question. Alors, c'est surtout que c'est spécifique à ce débat. Il faut que j'installe l'appli, mais je l'utilise pas souvent. C'est un nouveau téléphone. Petit moment studieux, mais après, vous inquiétez pas, le débat va commencer. Donc, vous pouvez remplir ce petit questionnaire.
J'aime bien ce petit moment religieux. Venez vous installer, hein, n'hésitez pas à entrer. Une fois que nos protagonistes ont terminé, on va se lancer. On arrive sur la fin. Oui, ça va. Hein. J'ai l'habitude de représentation, hein, donc, de conférences et tout, c'est pas des trucs qui me... C'est le moment où personne ne part. On fait un pré-test. T'as deux fois totalement en désaccord, mais c'est partiellement le deuxième. On peut mettre partiellement le deuxième. Ah, ok. Tu as raison. Bon, c'est le détail parce que ce sera compté. Ce sera compté juste. Oh non, c'est pas grave. Attends, Ok. Alors, merci pour votre coopération sur cette collecte de données qui va nous aider à voir si ce débat peut nous aider à nous dépolariser ou non. Dans tous les cas, écoutons ce que nos interlocuteurs et interlocutrices ont à dire. Donc pour commencer, on va faire quelque chose d'assez traditionnel en fait dans un débat. On va commencer par l'énonciation des positions initiales. Donc vous avez vu le titre du débat. Est-ce que l'idéologie est compatible avec l'esprit critique? Donc on a une personne qui sera plutôt à la positive. Ouais. Oui. Et une personne qui sera plutôt à la négative, qui dit non à cette question. Parce que jusque-là, on est au clair. Donc je propose toujours à la positive de commencer pour définir un peu le propos et nous expliquer ta position. Et ensuite, Pascal amènera sa position et ensuite on ira sur la deuxième étape. Ouais. Je t'en prie, Gwen. Tu as 10 minutes. Donc, je vais me lever pour que tout le monde puisse m'entendre, puisqu'on n'a pas de micro. Donc, déjà, merci à toutes et à tous d'être venus aujourd'hui. Ça fait très plaisir de voir une salle très remplie. Je vais commencer par rappeler peut-être un petit peu les termes qui vont être employés. On s'est mis d'accord avec Pascal, partiellement d'accord, avec Pascal sur les termes qu'on va utiliser. Donc, tout d'abord, le terme d'idéologie, hein, le premier terme qu'on va utiliser. Donc, l'idéologie, donc on a deux définitions. On a proposé deux définitions, donc j'en ai proposé une. Donc la définition que moi j'ai proposée, c'est une définition qui vient des travaux de psychologie sociale. Hein. En gros, pour résumer, on peut définir l'idéologie comme un système d'attitudes, de croyances et de stéréotypes qui coordonnent les actions et les pratiques à la fois des institutions politiques, des institutions éducatives, des institutions sociales, hein, de façon générale, des structures de la société, et des individus. Quelque chose d'important. Ce système d'attitude, de croyances et de pratiques, il vise notamment à justifier ou à critiquer les hiérarchies sociales. Donc une idéologie, ça peut être justement les hiérarchies sociales à l'heure actuelle, par exemple le sexisme, par exemple le système de classe sociale, etc. On peut avoir des idéologies qui visent à les justifier, et on peut avoir des idéologies qui visent à les critiquer, par exemple. Donc un exemple pour le sexisme, on va dire le masculinisme, qui est une idéologie qui va justifier la hiérarchie sociale, la domination patriarcale, et on va avoir le féminisme,
qui est une idéologie qui va viser à critiquer, à réfuter, à combattre la domination patriarcale. Donc Pascal a proposé une autre définition, que je la donne aussi, il a proposé une définition du Larousse, qui est la définition au sens général, qui est assez proche en fait de la définition des travaux de psychologie sociale. L'idéologie comme un système d'idées générales constituant un corps de doctrine philosophique et politique à la base d'un comportement individuel ou collectif. Donc il donne un exemple, par exemple, l'idéologie marxiste ou l'idéologie nationaliste. Donc vous voyez bien qu'il y a des parallèles entre ces deux définitions, hein. Évidemment, l'idéologie marxiste, dans la définition générale du Larousse, c'est une idéologie qui va viser à critiquer une hiérarchie sociale de classe. L'idéologie nationaliste, c'est une idéologie qui va plutôt chercher à justifier une hiérarchie sociale, on va dire xénophobe, et potentiellement raciste. Voilà, donc ça c'est pour l'idéologie. Deux définitions, donc ma définition et celle de Pascal, qui sont un peu divergentes mais relativement proches. Donc bon, évidemment, compatible, c'est ce qui peut coexister, hein. Ce qui est compatible, c'est ce qui est susceptible de s'accorder. Et enfin, l'autre gros terme de ce débat, c'est l'esprit critique. En gros, l'esprit critique, c'est un ensemble de compétences, donc compétences d'analyse, d'évaluation des arguments, des affirmations, des informations, etc. Quand je parle de compétences, moi je vais parler de savoir-faire, entre guillemets. C'est quelque chose qu'on sait faire. On sait analyser une information, on sait critiquer un argument, on sait peser le pour et le contre d'une thèse, etc. C'est un ensemble de compétences, c'est aussi un ensemble de dispositions. L'humilité et la curiosité intellectuelle, la réflexivité, le fait de justement évaluer ses propres arguments comme on évaluerait ceux des autres. Cet ensemble de compétences et de dispositions, il est orienté vers la prise de décision raisonnée. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il convient de croire, qu'est-ce qu'il convient de faire. Ça, c'est une définition qui est très classique dans la littérature sur l'esprit critique. Évidemment, c'est des compétences et des dispositions qui s'appuient sur des connaissances. Hein. On a bien besoin de connaissances pour exercer son esprit critique. D'un point de vue plus pragmatique, on peut considérer que l'esprit critique, c'est un ensemble un peu multiforme de compétences et de dispositions, il va s'opérationnaliser sous la forme d'une argumentation et de raisonnement, de discours argumentatif de, entre guillemets, de bonne qualité. Si on argumente bien, ça peut être un bon marqueur d'esprit critique. En termes de méthodologie scientifique, c'est souvent ce qu'on utilise pour voir si on peut considérer que les personnes déploient ou non une pensée critique, ou si elles ont ou non un esprit critique, c'est est-ce qu'elles argumentent correctement. Évidemment, ça dépend du contexte d'argumentation, etc., mais je ne vais pas m'attarder là-dessus. Donc, moi, je cherche à défendre la positive, qui est que l'idéologie est bien compatible avec l'esprit critique. Donc, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais moi, mon point, en fait, il est très très simple, c'est que l'idéologie, tout le monde en a. Tout le monde a de l'idéologie, d'une façon ou d'une autre. Tout le monde est structuré, la pensée de tout le monde est structurée par des systèmes d'attitudes, de croyances et de stéréotypes. Tout le monde a des stéréotypes. Tout le monde a des croyances. C'est pas un gros mot d'avoir des croyances, c'est pas un gros mot d'avoir des représentations stéréotypées, c'est des choses qui arrivent, c'est normal. On a des stéréotypes sur la plupart des domaines qu'on ne connaît pas, tout simplement. Souvent, les stéréotypes sont pétris d'ignorance. Si on ne connaît pas un sujet, on va avoir des représentations stéréotypées dessus. Bon. De fait, tout le monde, d'une façon ou d'une autre, que ce soit la définition en psychologie cognitive que j'utilise ou la définition du Larousse que Pascal utilise, on a toujours ces systèmes d'idées générales. On a toujours, même si c'est pas forcément verbalisé comme tel, hein, oui, on ne verbalise pas toujours le fait qu'on a une idéologie, ça va dépendre du contexte, de l'argumentation, ça va dépendre du sujet, etc. On peut être, par exemple, très xénophobe sans l'assumer. Typiquement, hein, je suis pas raciste, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup d'idéologie, mais qui ne l'assumera pas, qui ne sera pas explicite par rapport à ça. Vous voyez. Donc de fait, tout le monde a l'idéologie. Alors là, je prends un exemple un peu caricatural, hein, justement, de personne qui est totalement aveugle à son propre racisme, mais on en a beaucoup. Typiquement, en sciences, on a des idéologies, nécessairement. Le fait est que, typiquement, quand on est scientifique, on a au moins une idéologie fondamentale qui est que la science, c'est bien. Sinon, on ne ferait pas de la science. Donc évidemment, on ne va pas travailler... et ça guide nos attitudes, vous voyez, ça guide notre comportement. Moi, en tant que scientifique, ça guide mon comportement. Je me dis, j'ai confiance en la science, j'essaie de travailler. Bon, évidemment, pas une confiance aveugle, mais voilà. On essaie d'y travailler, et donc du coup, on accorde notre comportement à notre idéologie, quand on la verbalise, toujours. De fait, si tout le monde a une idéologie, et
qu'on considère que l'idéologie c'est incompatible avec l'esprit critique, bah du coup personne n'a d'esprit critique. Du coup on est mal barré. Au vu de la définition que j'ai proposée d'esprit critique, qui est une définition extrêmement classique dans la littérature sur l'esprit critique, les compétences, les dispositions à argumenter, à analyser les informations, tout le monde en a, plus ou moins. Tout le monde sait minimalement argumenter. Pas forcément bien, mais tout le monde sait un minimum argumenter. Tout le monde a un peu de compétences d'analyse de l'information. Alors effectivement, ces compétences, elles peuvent être plus ou moins sujettes à des biais. C'est là qu'on va rentrer dans les dispositions. On va peut-être que, selon les dispositions qu'on a à l'honnêteté intellectuelle, à la rigueur intellectuelle, selon si justement on est plus ou moins biaisé, biais de confirmation, toutes ces choses-là en psychologie cognitive. Oui, on va pas forcément avoir les mêmes dispositions à argumenter. Potentiellement, elles seront peut-être plus localisées. Typiquement, si je suis très idéologisé sur un sujet, je vais peut-être utiliser plus mes compétences à analyser l'information qui n'est pas d'accord avec moi, que l'information, critiquer l'information qui n'est pas d'accord avec moi. Typiquement, le biais de confirmation, c'est ça, on va plus critiquer une information qui est contre nous. Mais, in fine, on a bien un peu d'esprit critique. Pas forcément bien employé, pas forcément bien utilisé, pas forcément utilisé à bon escient, mais on a de l'esprit critique. Donc, moi je suis plutôt partisane du fait que l'idéologie est compatible avec l'esprit critique. Peut-être tout de suite nuancer ma position, j'ai 2 minutes, parfait. 2 minutes pour nuancer un tout petit peu cette position, qui semble un peu globale. Évidemment, il y a des cas, qui sont sûrement les cas dont va nous parler Pascal d'ailleurs, qui sont les cas où l'idéologie un peu, on va dire, excessive, la radicalisation, peut être incompatible avec l'esprit critique. Tous les phénomènes d'emprise, tous les phénomènes de dérive sectaire, tous les phénomènes de radicalisation divers et variés, évidemment, ils vont être incompatibles avec l'esprit critique, puisqu'ils vont nous pousser à, justement, regarder de façon acritique les informations, qu'elles soient d'un groupe de personnes, qu'elles soient du grand gourou, qu'elles soient juste politiquement orientées dans notre sens, etc. C'est des choses qui se voient beaucoup dans certaines franges de la population, notamment la population d'extrême droite. Donc, voilà, je pense que j'en ai fini pour ma position. Je vais laisser Pascal poursuivre. Merci beaucoup, Ben. Merci, on peut applaudir. Merci pour cette position initiale. Et on va maintenant écouter Pascal pour sa position initiale. Merci. Alors, bonjour. Ça fait également plaisir d'être parmi vous aujourd'hui dans cette arène, même si on n'est pas au centre, on est un peu en dessus. Et sur ce thème très intéressant, merci Peter pour l'invitation. C'est vrai que c'est bien de pouvoir parler de ces choses-là de façon un peu apaisée et humaine en direct. Et donc voilà, au risque d'enfoncer un peu des portes ouvertes, je voudrais d'abord rappeler que la science, en fait, s'est construite contre l'idéologie. Et l'idéologie religieuse, bien sûr, qui a été même un régime totalitaire qui dirigeait les vies de nos ancêtres. Et donc, qui dirigeait les vies, c'était le pouvoir de vie et de mort, le bûcher, l'excommunication, pouvoir d'embrigadement des enfants dès la naissance, pouvoir de dire est-ce que vous méritez la vie après la mort, etc. Un pouvoir totalitaire. Et la science a été quand même l'un des outils principaux, si ce n'est peut-être le principal, qui a permis de réfuter ce système totalitaire idéologique, et les philosophes aussi, bien sûr, sans doute les artistes également, qui ont permis de finalement lutter contre ce système-là. Et c'est assez remarquable, puisque si on prend un autre système totalitaire nazi, il a fallu les 2 armées les plus importantes du monde pour en venir à bout. Donc j'aimerais rappeler ceci. Et aussi, la religion est un bel exemple un idéal type de la méthode idéologique. C'est-à-dire que, telle que décrite par la Tronchambier, non, mais Hygiène mentale, ça aurait pu, Hygiène mentale et Sylvain Delouvet, la méthode idéologique, c'est que vous avez le livre dans lequel est écrite la vérité, et tout ce que vous allez voir ou étudier ou faire doit être en conformité avec ça. Et ça, c'est voilà le type même de la méthode idéologique.
Et je dirais que l'ennemi idéologique, alors en commençant par des termes forts, est à la fois à l'extérieur et à l'intérieur. À l'extérieur, c'est l'institution, c'est la religion qui excommunie. Les scientifiques l'ont appris à leurs dépens. Hein. Donc il y a eu du bûcher pour Giordano Bruno, si je ne fais pas erreur. Il y a eu des excommunications, etc. Donc les scientifiques ont souffert à l'extérieur, mais de l'intérieur aussi, et c'est plus subtil, c'est-à-dire qu'il y a aussi beaucoup de scientifiques religieux, il y a beaucoup de scientifiques qui ont une idéologie à l'intérieur d'eux-mêmes. Et cette idéologie, évidemment, il faut aussi noter qu'elle est moindre tout de même, puisque actuellement, les études montrent que chez les scientifiques, il y a moins de croyances religieuses que dans le reste de la population. Donc ça aide peut-être à lutter contre cette idéologie qu'on a toutes et tous, et c'est tout à fait vrai ce qu'a dit Gwen. Et donc l'ennemi est intérieur, et là j'aimerais relire ce qu'a dit Bachelard, le philosophe. Donc les obstacles épistémologiques pour la formation de l'esprit scientifique. Et je vais vous donner 3 exemples très intéressants. L'opinion est un obstacle épistémologique. L'expérience première, ça vous fait référence à l'heuristique de disponibilité, par exemple. Donc il était très novateur de ce point de vue-là. On peut dire que c'est le premier à parler de ce qu'on va appeler les biais cognitifs. Et là, très intéressant pour notre propos sur l'idéologie, la connaissance générale, faire entrer toutes les observations dans une conception philosophique particulière. Donc là, il identifiait même l'idéologie dans les obstacles épistémologiques des savantes et des savants. Ou encore la valorisation d'images, d'analogies et de métaphores dans l'explication des phénomènes. Et là, vous avez reconnu le biais du caractère vivant de l'information ou de vividité tel qu'on le connaît. Donc voilà, l'ennemi est intérieur aussi. Et un autre auteur que j'aime bien citer par rapport à ce débat, c'est Karl Popper, le philosophe des sciences bien connu. Et dans son critère de démarcation de science et pseudosciences, il va parler du marxisme à nouveau et de la psychanalyse. Et là aussi, on a la méthode idéologique. La vérité est dans ce livre, Le Capital, pour un certain marxisme orthodoxe qu'il appelle vulgaire en anglais, mais ça ne veut pas dire vulgaire en français, vulgar marxisme. Et pour la psychanalyse, c'est les écrits de Sigmund. Et si on n'est pas d'accord, il faut changer, faut créer sa propre secte. Et là aussi, la vérité est donnée, et tout ce qu'on va faire, c'est confirmer ou affiner les révélations du maître ou du maître. Et la seule chose donc qui permette de lutter contre l'idéologie, ces idéologies que j'ai décrites, c'est finalement la méthode scientifique, c'est-à-dire l'observation de l'environnement, essayer de voir si vraiment la Terre est au centre de l'univers, comme on veut bien nous le dire, ou pas, ou si c'est pas plus simple, si d'autres systèmes de description ne seraient pas plus simples et peut-être plus vrais en un sens. Et l'expérimentation, bien sûr. Et le but de ma vidéo d'il y a une année au REC, c'était de dire que non seulement dans les sciences de la nature, cette méthode est utile, mais aussi en sciences humaines et sociales, bien sûr, on a des études quantitatives et qualitatives. Et ça, c'est très important de le rappeler parce qu'il y a aussi parfois une frange de gens en sciences humaines et sociales qui pensent que tout est politique, tout est affaire de combat. Tout est, par exemple, socialement construit. Et donc là, on peut dire non, il y a aussi une recherche scientifique à faire dans ces domaines-là, avec les critiques qu'elle peut bien sûr avoir. Donc les idéologies, les préconceptions, les croyances, effectivement, on les a chez toutes et tous, ça c'est très juste et on est complètement d'accord là-dessus, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont souhaitables. Et c'est ça le problème, c'est qu'on va plutôt essayer de les limiter ou de limiter leurs effets, ou même encore mieux, de les tester contre la réalité. Et c'est là que l'idéologie devient utile même, et c'est-à-dire, Popper le disait pour la métaphysique, si la métaphysique devient réfutable, on quitte un peu le champ de la métaphysique, justement. Et ça, c'est là que nos idéologies, nos préconceptions, nos croyances, c'est plus général que ça, deviennent utiles. Et par exemple, en psychologie sociale, on peut tester des hypothèses marxistes ou bourdieusiennes ou même psychanalytiques. Donc on peut les tester. Simplement, on va pas accepter l'idéologie dans son ensemble, on va pas accepter toute la théorie de Freud, mais on va prendre certains points comme la projection, nous on fait ça avec la projection, on va étudier est-ce que les complotistes qui ont une vision négative du monde, est-ce qu'ils projetteraient pas cette vision négative sur le monde en général, sur les autres ou sur seulement certains autres plus haut placés. Et donc on peut tester des hypothèses marxistes, on peut tester des hypothèses bourdieusiennes qu'on confirme, et même marxistes aussi, on confirme parfois la fausse conscience de classe, que les personnes en bas de l'échelle sociale, en fait, justifient parfois plus le système que les autres. Et c'est John Yost dont on a parlé. Donc, et là, la conséquence de tout ça, pour chacun et chacune, c'est que c'est qu'il faut d'abord lutter contre ses propres préconceptions idéologiques, ça c'est juste. Et par exemple, moi, qui suis un peu de gauche et qui ai eu
assez à gauche parfois pour certaines choses, et qui ai eu un engagement écologique depuis longtemps, je dois faire attention à mes opinions sur le nucléaire, par exemple. Et je dois être encore plus attentif sur ce sujet-là que sur les autres. Donc ça s'applique en premier à moi et à tout le monde. Ce que je dis là, c'est pas non plus, j'accuse personne d'être mieux ou moins bien que moi. Et donc, il faut faire attention à soi et aussi donc calibrer un peu ses opinions sur les connaissances scientifiques, encore plus dans les sujets chauds et les sujets qui sont idéologiquement pour nous importants. Et même les personnes qui ont des idéologies plus extrêmes aussi doivent faire encore plus attention. C'est peut-être ça aussi le message. Et on voit bien que l'idéologie essaye de revenir, même si la science a lutté, a réussi à faire que la religion est retournée à une place plus modeste dans la société. Mais l'idéologie essaye de revenir, bien sûr, par tous les moyens dans la science. On le voit avec le créationnisme aux États-Unis, c'est le cas le plus dramatique, où là, vraiment, ils essayent de reprendre le pouvoir. Et voilà, donc ça c'est intéressant. Et je voudrais terminer par une petite étude de cas sur cette intrusion de la politique ou de l'idéologie dans le domaine de la science, qui est la mienne, par exemple, la psychologie sociale. Et je vais prendre un petit extrait ici d'un blog sur les biais cognitifs où on parlait de préjugés racistes que je connais. Et je vais vous lire cette petite phrase parce que c'est justement, c'est pas on pourra m'accuser de cherry picking, mais en même temps, c'est un extrait révélateur d'une certaine tendance à dire il y a des explications politiques. Et elles sont pas, pour moi, elles sont pas forcément politiques. Alors, je le lis la phrase, mais en fait, du point de vue de gauche, même ce qui est interne à l'individu, par exemple les préjugés racistes, soit peuvent être changés par un levier social qui nous ramène au contexte, par exemple l'analyse du racisme comme un problème systémique autant que moral, soit ça ne l'est pas, et du coup ça sert à rien de s'y intéresser pour faire changer les mentalités. En d'autres termes, comme toujours, se penser apolitique, parce que dans l'équilibre et le compromis, c'est plutôt pencher à droite. Et ça, je veux relire d'une façon qui me paraît plus scientifique, c'est-à-dire où on va pas essayer de dire que telle explication ou telle explication est politique. Moi, je dirais que, pour parler de la même chose, je dirais qu'en psychologie sociale, de nombreuses études ont été menées sur les préjugés et stéréotypes racistes. Ces études montrent qu'ils ont des causes internes, personnalité autoritaire, biais cognitifs comme la corrélation illusoire, etc., et des causes externes, interpersonnelles, frustration, agression, éducation stricte, et intergroupes, trouver un bouc émissaire, le biais de favoritisme prendre au groupe, et même idéologique, dont parlait Gwen, la dominance sociale, la justification du système, etc. Pour faire changer les préjugés et les stéréotypes, l'efficacité de différentes stratégies au niveau interne ou externe sont testées empiriquement, et on a les résultats qu'on a. Et concernant le niveau social, politique, culturel, idéologique, c'est vrai, là, seul un engagement politique peut tenter de faire changer les choses. On ne peut pas faire changer les choses au niveau macro. Et donc, voilà, je dirais ceci. Et pour terminer, si j'ai encore quelques secondes, petite minute, parfait. Je dirais que ma critique de l'idéologie est elle-même idéologique, parce que pour l'instant, je vous ai donné que des arguments qui me sont personnels, et vous pourriez me dire, mais quelles sont les données qui appuient ce que je dis? Et alors, je vais terminer avec des études en psychologie politique, en psychologie sociale, qui montrent, qui appuient un peu le point de vue que j'ai, c'est-à-dire que il y a de nombreux, disons quelques dizaines d'études qui montrent que on a plus de dogmatisme aux extrêmes politiques et plus à droite qu'à gauche encore. On a plus de complotisme aux extrêmes et surtout à l'extrême droite aussi, et plus de paranormal, si je fais des synthèses d'études, de nombreuses études. On a un biais de croyance idéologique dans le raisonnement syllogistique. Donc, quand on fait un raisonnement, est-ce que telle inférence est logique ou pas? Si la conclusion est orientée idéologiquement et qu'on l'aime, on la préfère, on va dire que le raisonnement est plus juste et plus valide. C'est le biais de croyance appliqué ici à l'idéologie. Quatrièmement, on voit que il y a plus de croyances en la supériorité de son point de vue aux deux extrêmes politiques aussi. Et cinquièmement, il y a plus de connaissances politiques chez les modérés de gauche et les modérés de droite que les centristes ou les extrémistes de gauche ou de droite. Donc voilà, il y a des études qui montrent un petit peu cet effet de ici l'idéologie plus politique sur l'esprit critique ou sur la science. Ou sur, voilà. Très bien, merci Pascal, merci à toi. J'apprécie beaucoup que vous soyez prêté à cet exercice. Je sais que c'est difficile, 10 minutes, c'est court, mais ça paraît déjà clarifier pas mal les positions. Alors là, souvent, dans la plupart des débats, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on commence à contre-argumenter, on se met un petit peu l'un sur l'autre, et on n'avance plus trop parce que du coup, ça devient un peu stérile, on se croise, on parle pas la même chose. Donc, pour m'assurer qu'on ne fait pas ça, on a une phase de clarification. Donc, concrètement, cette phase de clarification, c'est quoi? C'est l'un va poser des questions à l'autre de façon à clarifier le propos, à bien comprendre le propos de l'autre. C'est possible que ces questions soient très chargées, soient très orientées. Si c'est le cas, j'interviens pour dire, OK, est-ce qu'on peut reformuler? Est-ce qu'on peut trouver un moyen pour que ce soit un peu moins orienté, afin qu'on laisse vraiment cet espace de réflexion interne chez l'autre, de dire, comment je pourrais justifier ça? Comment je peux expliquer ça?
et pas l'amener tout de suite vers une sorte de réactance qui ferait qu'on empêcherait notre capacité à se comprendre. Donc ça, c'est la théorie qu'il y a derrière. On va voir si ça marche. Donc, Gwen, comme Pascal vient de parler, je te propose, ou le contraire, non. Si, est-ce que tu veux poser des questions? Ça te va de poser des questions? Je peux commencer, oui, Je si t'en j'en ai prie. besoin. Alors, est-ce que tu as une question Alors, pour Pascal? alors j'ai déjà une question, parce que c'est quelque chose qui m'intrigue énormément. Tout le monde m'entend si je reste assis, ça va? Non, moyen. Bon, je vais me mettre debout. Pour m'entendre, ce serait un peu dommage sinon. Oui, j'ai une question par rapport à Gaston Bachelard, puisque Gaston Bachelard, c'est quelqu'un qu'on utilise énormément en didactique des sciences. Et est-ce que tu peux redévelopper un petit peu ce qui te fait dire que il parle de biais cognitifs? Parce que, enfin, j'explique un peu ma question. On est dans les lectures qu'on en fait, à ma connaissance, l'intégralité du champ de la didactique des sciences, peut-être que j'ai loupé quelque chose, on est beaucoup plus sur des aspects qui sont justement sociaux, qui sont justement globaux, et pas cognitifs individuels, quoi. Et du coup, ça m'étonne de t'entendre parler de Gaston Bachelard comme quelqu'un qui aurait été le premier à parler de biais cognitifs, même évidemment sans employer ce terme, hein, mais de façon un peu, même en toile de fond, quoi. Ouais. Bah ouais, moi en fait j'ai l'impression que c'est les obstacles, hein, et il prend les exemples de scientifiques individuels, donc il prend l'exemple voilà, les exemples classiques alors, tous les astronomes étaient un peu astrologues, etc. Hein, et donc lui, il prend déjà des individus et il nous dit l'opinion, l'expérience première relative à un individu. Donc pour moi, c'est voilà la connaissance générale, la valorisation d'images, d'analogies, de métaphores. La valorisation d'images, il la prend chez les individus. C'est-à-dire que voilà. Alors mais oui, c'est psychosocial parce qu'effectivement, une opinion, c'est individuel et c'est collectif parce qu'on la partage ou pas avec d'autres. Donc c'est à la fois, je dirais, individuel et collectif. Et les biais cognitifs, ils sont aussi individuels et la plupart des biais cognitifs concernent aussi la collectivité, enfin sociaux. Ouais, ok. Parce que, ouais, ok. Donc c'est juste en termes de précurseur, si on veut l'idée du biais. On voit la tentation de la contre-argumentation. Oui, non, parce qu'il y a un truc qui me chiffonne, mais c'est pas grave. Est-ce que tu peux l'exprimer comme tu veux et moi je peux le Oui, non, mais c'est pas nécessaire, je pense. Est-ce que tu as d'autres questions de clarification? Quoique si, peut-être quand même vraiment rester un petit peu là-dessus. Je pense qu'il faut que je réussisse à formuler ma question d'une façon qui soit convenable. Non, c'est pas grave, je vais passer à autre chose parce que je pense que sinon ça va être pas suffisamment une clarification, je pense. Parce que je pense que j'ai bien compris ce que dit Pascal, mais je ne suis juste pas d'accord. Très bien. Oui, une autre question de clarification, c'est du coup, est-ce que à ton sens, quand tu parles à la fin, tu as parlé d'études que je connais aussi effectivement, hein, le fait de dire que justement il y a plus ou moins de dogmatisme aux extrêmes, etc., par rapport à un centre entre guillemets. Du coup, est-ce que ce que tu défends, c'est que les personnes au centre n'ont pas d'idéologie? Alors non, hein, bien sûr, puisque je l'ai dit, on a toutes et tous une idéologie, mais l'idée c'est de la réduire au maximum et d'utiliser l'outil des sciences et des données empiriques pour essayer de la réduire, parce que finalement, si on a une idéologie comme quoi les biais cognitifs n'existent pas, si on fait des études répétées et qu'on trouve que dans toutes les cultures on retrouve ce biais cognitif, on va dire ben voilà. Et au contraire, si l'étude nous dira est-ce que le biais cognitif on le retrouve partout dans le monde, ce qui peut impliquer qu'il a une composante universelle et avec des variations culturelles, ou alors l'étude nous dira non, il est uniquement culturel, ou voilà, il est uniquement. Donc c'est vraiment l'empirie, enfin l'étude qui nous donnera la réponse. Oui, non, mais justement, les études que tu as citées par rapport à l'idéologie politique, ces études-là, tu disais, voilà, enfin, pour appuyer ton propos, enfin, à nouveau, c'est pour vérifier d'avoir bien compris ton propos. Tu disais, donc, voilà, l'idéologie est incompatible avec l'esprit critique, et donc, tu donnes en exemple des données qui nous disent que, donc, on peut avoir une forme de courbe en U, un peu de, une pensée dogmatique plus importante aux extrêmes que au centre. Mais du coup, donc, tu me dis que les personnes au centre n'ont pas d'idéologie, mais du coup, c'est-à-dire qu'elles ont moins d'idéologie? Alors,
Ouais, bonne question. Les partis du centre, hein, si on prend par exemple en Suisse, alors c'est vrai qu'il y a aussi un contexte idéologique. Le centre en Suisse n'est pas forcément le même que le centre en France, mais le centre en Suisse c'est typiquement ça, c'est-à-dire qu'il y a des propos, des fois il penche à gauche et des fois il penche à droite, donc il fait des compromis à droite. Et en ce sens, il est moins, il partage plusieurs idéologies, donc il est effectivement moins idéologique dans ce sens-là, et dans le sens où voilà, il y a moins de militantisme puisqu'on est plus dans la recherche du compromis. On n'est pas dans la recherche du militant qui va imposer, qui va faire la révolution et imposer à tout le monde son point de vue. Là, on est plutôt dans la recherche du compromis, de la discussion, en sachant que la majorité ou l'autre camp n'est pas d'accord et on cherche un compromis. Donc c'est dans ce sens-là, oui. Et surtout, alors, il faut faire la différence pour moi entre le domaine scientifique et le domaine politique. C'est-à-dire que dans le domaine scientifique, là, c'est vraiment les données qui parlent et c'est pas nos préconceptions idéologiques qui doivent parler. Alors que dans le politique, oui, là, on peut militer pour tel point de vue. Là, c'est utile de... J'ai l'impression qu'il y a peut-être un truc. Vous allez me dire si je me trompe. J'ai l'impression que pour toi, l'idéologie, c'est juste tu en as. Et il n'y a peut-être pas de. Après, il y a du dogmatisme. Mais l'idéologie, c'est juste tu en as ou tu n'en as pas. Oui, c'est ça, absolument. Ouais. Et j'ai l'impression que pour toi, c'est l'idéologie, tu peux en avoir plus ou moins. Enfin, ensuite, moi, l'idéologie, c'est. Enfin, à mon sens, tout le monde a une ou plusieurs idéologies, enfin même plusieurs de toute façon, enfin sur plein de sujets justement, enfin que ce soit en lien avec les sciences, la politique, enfin à plein de niveaux. Je veux dire typiquement une pensée politique, ça se définit pas uniquement sur un axe gauche-droite, hein, c'est évident, c'est des choses qui sont justement multifactorielles, etc. On a justement des gauches qui sont plus autoritaires et d'autres moins autoritaires, etc. Ce qui veut dire que il y a bien différentes idéologies, même à gauche ou à droite, par exemple. On en parlait hier dans le débat avec Strongsen et Alexander Samuel qu'il y avait différents types d'extrême droite aussi. Donc ils sont tous très idéologisés, mais différemment. Mais donc, mais du coup, enfin, je suis désolé, mais je suis pas sûr de comprendre ta réponse, Pascal, parce que quand tu dis, bon voilà, les partis du centre, ils sont plus dans la recherche de compromis, de consensus, etc. Mais en soi, ce qui guide la recherche de compromis, c'est aussi une idéologie. C'est le fait de dire que le compromis, il sera meilleur. Par exemple, l'humanisme ou une certaine. Oui, par exemple. Enfin, c'est le fait de. C'est pour ça, moi, vraiment, c'est comme ça que je comprends l'idéologie, en fait. C'est le fait de dire que tu en as ou tu n'en as pas. Tu dis, il y a des forces idéologiques. Non, mais c'est pas une question de. Bah non, justement, parce que, il y a plus cette question de la force. Justement, moi, typiquement, je veux dire, bon, bah voilà, on va avoir des personnes qui sont, par exemple, justement, typiquement un peu religieuses et d'autres qui sont fanatiques. Il y a bien une question de force. In fine, elles partagent de façon. Désolé, je devrais pas faire ça. Elles partagent leur idéologie, enfin, elles partagent des éléments idéologiques, mais bon, on peut considérer, à mon sens, qu'il y a un saut qualitatif entre justement quelqu'un qui est religieux et quelqu'un qui est fanatique religieux. Évidemment, justement, le fanatisme, il y a vraiment un enjeu spécifique particulier, quoi. Pareil, entre quelqu'un qui est entre guillemets un peu conspirationniste et quelqu'un qui est très fortement conspirationniste qui va mener justement à toutes ces dynamiques d'emprise, d'isolement social, de bulle informationnelle, etc. C'est pas exactement les mêmes mécanismes, quoi, au niveau psychosociaux justement, mais du coup, in fine, ce que je veux dire par là, c'est que effectivement, il y a des degrés de donc potentiellement avec cette espèce de saut qualitatif de voilà, il y a le fanatisme et là effectivement, je suis d'accord, hein, l'idéologie. Et dans ce saut qualitatif comme ça, ce sera incompatible avec l'esprit critique, comme moi je l'entends dans mes recherches et comme les collègues l'entendent dans leurs recherches. Mais j'ai l'impression que dans le discours, et c'est ça que je pense que je ne comprends pas dans le discours de Pascal, c'est que j'ai l'impression que dans son discours, justement, il y a un moment où on n'a pas ou peu d'idéologie, alors que pour moi, c'est juste pas possible, en fait. On a forcément... Non, c'est pas ça. C'est que on a et on diminue, on essaie de diminuer. Et je vais prendre un autre exemple qui est encore plus clair, parce que la politique, évidemment, la politique, c'est la politique. Prenons justement la science humaine, le complotisme, que je connais bien, mais on peut prendre le racisme, c'est pareil. Le complotisme, on a des facteurs sociaux et politiques. Et on a des idées de facteurs psychologiques aussi. Et là, justement, l'idéologie, ce sera de dire le complotisme, c'est uniquement une question de biais cognitif, c'est une question voilà. Hein. Et l'autre idéologie inverse, alors justement là, qui sont effectivement de droite et de gauche, l'autre inverse, ce sera de dire tout est socialement construit. Le complotisme, c'est uniquement une affaire de social. Et la position centriste, c'est pas alors, elle est meilleure dans le sens où l'équilibre et le compromis, mais c'est pas un équilibre et un compromis idéologique, c'est-à-dire que c'est les recherches empiriques qui doivent nous dire laquelle de ces deux hypothèses seront vraies ou fausses. Elles peuvent être les deux vraies en même temps, l'une peut être vraie et l'autre fausse, ou l'autre. Et c'est plutôt que l'affirmation de quel facteur, c'est pas pencher à droite, pencher à gauche, c'est tester les multiples facteurs et regarder ce que nous disent de l'ensemble ou la majorité des recherches. Je crois comprendre ce que tu dis, c'est que
dans certains cadres, il y a des idéologies qui s'opposent, et il y a bien des personnes qui, même si elles sont aussi par ailleurs animées d'idéologie, ne s'inscrivent pas dans cette lignée d'opposition idéologique. Donc, par exemple, là où il y aurait des gens qui opposeraient socialement construit au biologique, il y a des gens qui disent, ben, pour moi, les deux s'opposent pas. Et en ce sens, eux, ils sont aussi animés d'idéologie par ailleurs, Oui, mais c'est mais dans ce l'idéologie. cadre-là, ils rentrent pas dans la dynamique idéologique. Et ils ne rentrent pas dans la dynamique idéologique parce que ce sont les résultats de recherche et c'est pas un a priori. L'idéologie, c'est toujours quelque chose d'a priori. On dit la vérité dans le livre. Là, c'est plutôt alors, le livre nous dit ceci, un autre livre nous dit cela. Testons les choses et regardons ensuite, concluons lequel a raison. C'est dans ce sens-là. Je suis désolé, je pense que je vais prendre un peu plus de temps par rapport à la clarification de ce que tu dis. Là, tu viens de le dire, l'idéologie, c'est forcément a priori. Mais dans la définition, là, je la reprends parce que je me dis, il y a un truc qui va pas, je pense, que la définition qu'on a d'idéologie. Dans la définition, que ce soit celle des recherches en psychologie sociale ou celle au sens général, pardon, excusez-moi. Ouais. C'est le problème quand on est dans un état réflexif, c'est qu'on a tendance je me mets à marmonner toute seule, mais excusez-moi. Mais c'est bien. Dans la définition d'idéologie au sens général, on est bien sur l'idéologie comme un système alors d'attitude, de croyance ou de stéréotype, ou un système d'idées générales. Et du coup, là, tu viens de dire un truc qui me questionne beaucoup, Pascal, parce que tu dis, l'idéologie, c'est forcément a priori. Mais, enfin, genre, c'est pas pourquoi nécessairement a priori? Enfin, je veux dire, un système d'idées générales, c'est pas nécessairement, enfin, toi, même dans la définition que tu as proposée, hein, donc, un système d'idées générales constituant un corps de doctrine philosophique et politique. Ça, c'est aussi des choses qui sont faites a posteriori. Peut-être laisse le répondre là-dessus. Oui, justement. Mais est-ce que c'est forcément a priori pour toi? Bah, a priori, a posteriori, quand on dit l'idéologie dans la définition, l'idéologie marxiste ou l'idéologie nationaliste, oui, elle a une histoire, bien sûr, elle est pas sortie de nulle part d'un jour à l'autre, mais voilà, une fois qu'elle est là, elle est constituée. Quand on parle d'idéologie, c'est qu'elle est là, et le marxisme, il est là. Donc en fait, voilà, c'est ça. Mais je crois que ça c'est aussi une petite caractéristique que j'avais notée de la méthode idéologique, c'est de se centrer sur des détails, parce que finalement, l'important de l'argumentation, c'est est-ce que les données empiriques peuvent modifier nos préconceptions. Donc, quelle que soit la définition qu'on a de l'idéologie ou de ça, ou comme Bachelard avec les biais cognitifs, si on dit que Bachelard c'est pas des biais cognitifs, moi ça me va. C'est pas ça qui est important dans le débat. Dans le débat, c'est savoir si, comme on le disait les deux, on était d'accord sur que tout le monde a une idéologie. La question, c'est de savoir est-ce que la méthode scientifique permet de diminuer cette idéologie. Est-ce que c'est souhaitable de diminuer cette idéologie? C'est juste ça que là, et toi tu parlais d'un saut qualitatif. Tout à coup, on passe vers l'extrémisme. Eh bien, voilà, moi je dis, il y a pas de saut qualitatif, c'est entre 0 et 100, et on va tous essayer de diminuer vers 0, et on n'arrivera jamais à 0, bien sûr, mais on va tous essayer plutôt de limiter ça. Et les données empiriques on peut en partie choisir la méthode, on peut choisir les analyses statistiques, mais si des études répétées nous disent toujours la même chose, notre idéologie pourra plus lutter là contre. Tout le monde sera obligé d'admettre ce que disent la majorité des études, comme le réchauffement climatique. Après, on va passer sur un autre combat qui est plus scientifique, qui est un combat, voilà, on va utiliser dans l'intérêt du temps. Merci Pascal. Est-ce que ça te semble plus clair? Après, on va continuer d'avancer, on va parler d'autres choses. Oui, je pense que ça me semble plus clair. Ouais. Est-ce que Pascal, tu as des questions de clarification pour oui, justement, avec ce saut qualitatif dont on parlait, parce que justement, où est-ce que tu fais alors la différence entre une idéologie qui est pas négative et cette idéologie qui tout à coup devient négative? Où est le point de bascule? Alors, comment formuler une réponse qui soit claire et compréhensible par tout le monde? Le saut qualitatif, pour moi, ça m'intéresserait de comprendre un peu ce qu'il y a derrière, et peut-être ça peut aider. Je vais préciser ce que j'entends par saut qualitatif déjà, peut-être. Quand je dis saut qualitatif, ce que je veux dire, c'est que justement, on a une qualité différente. C'est-à-dire, là, c'est un terme qui je m'emploie beaucoup dans les recherches qualitatives, c'est le fait de dire que même si on est sur un continuum, on va dire de 0 à 100, comme tu l'as présenté par exemple, va venir un moment où on n'est plus, entre guillemets, sur le même phénomène. De, justement, une personne qui est entre, je dis des chiffres au hasard, c'est vraiment histoire de donner un exemple. Par exemple, entre 0 et 75, c'est une personne qui est plus ou moins idéologisée.
Et à partir de 75, par exemple, là, on peut dire, bon, ça dépend comment on a construit notre grille, etc., évidemment, quoi. Mais à partir de 75, par exemple, ou de 90, selon comment on le fait, on va dire que c'est une personne qui rentre dans la case, entre guillemets, par exemple, je sais pas, fanatique ou extrémiste ou quelque chose de, ou radical, ou radicalisé, peut-être quelque chose comme ça. Bon, là, il peut y avoir justement un saut qualitatif de, bah, justement, ça va être la différence que j'évoquais, tu vois, entre quelqu'un qui est potentiellement juste religieux, par exemple croyant non pratiquant, et quelqu'un qui est religieux fanatique, extrémiste à fond, djihadiste ou catho-intégriste ou je sais pas quoi. Moi, c'est vraiment cette différence-là que j'évoque. Et à mon sens, effectivement, oui, dans le cas des personnes qui sont fanatiques, oui, bah là, il y a une question d'idéologie qui va complètement bloquer toutes les compétences d'analyse critique, puisqu'évidemment, on n'aura plus aucune disposition à analyser de façon critique. Mais, et donc là, je pense que je suis d'accord avec toi sur ce point en particulier, bon, même si j'avance un peu sur... mais par contre, sur tous les autres trucs avant, on ne va pas complètement bloquer. C'est ça que je veux dire. C'est qu'il y a quand même un truc qui est plus nuancé. C'est ça que j'entendais par là. Voilà. Pour toi, il y a une espèce de... Quand on arrive tout en haut de l'échelle, là, ça devient très problématique. Et globalement, quand on est en dessous de cette échelle, bah, ça se compose assez bien avec l'esprit critique. Non, oui, bah oui, c'est ça. Enfin, c'est même pas que ça se compose assez bien, c'est que même, comme Pascal le disait d'ailleurs, hein, c'est que c'est des choses qui peuvent aider à l'esprit critique. Le fait, bah oui, l'idéologie, ça permet aussi de donner des motivations à analyser. Le fait d'avoir une idéologie, ça permet aussi d'avoir des motivations à analyser. Typiquement, Pascal, tu l'as dit, hein, si on a un engagement écologiste important, on va avoir une motivation à se documenter qui fait partie de l'esprit critique, donc la curiosité intellectuelle, c'est partie de l'esprit critique, une motivation à analyser les arguments, à mieux comprendre, à mieux connaître. Ça, c'est des choses qui font partie des dispositions critiques. Et donc, de fait, typiquement, les personnes qui sont militantes, elles sont motivées par une cause. Et donc, du coup, de fait, elles vont avoir l'intérêt, elles vont être disposées, hein, voilà, au sens de la littérature. On peut citer Fathion, par exemple, qui est un peu le grand auteur, machin. Il y a un rapport qui est très important là-dessus, mais elles sont disposées à se documenter. Donc, si elles sont disposées à se documenter, ça veut dire que implicitement, elles savent qu'elles n'ont pas elles n'ont pas nécessairement raison. Donc, ça veut dire qu'il y a une forme d'humilité intellectuelle puisqu'elles se documentent. Ce genre de choses. Donc, de fait, c'est pour ça que là, je pense qu'il y a un saut qualitatif typiquement par rapport à ce que tu dis de, justement, si à un moment, effectivement, on atteint un extrême trop extrême, entre guillemets, là, bah, il y a une forme de raisonnement acritique qui va se mettre en place. Ça, c'est aussi en lien avec tout ce qui est la théorie des, on va dire les croyances noyaux. En anglais, c'est core beliefs. Donc, les croyances noyaux, les croyances un peu identitaires, comme ça, si vraiment de façon identitaire, je suis typiquement, c'est un truc qu'on voit énormément chez les conspirationnistes vraiment hardcore, quoi. Le truc de, ah oui, moi, je suis conspirationniste, c'est mon identité, c'est d'être conspirationniste. Là, eux, effectivement, il y a un truc acritique qui va s'opérer de, on peut pas les remettre en question là-dessus, parce que précisément, c'est leur identité et ils se sentiraient attaqués dans leur identité même, quelque chose d'extrêmement fondamental, d'extrêmement puissant qui prend au trip. Alors que si c'est une croyance qui est plus ou moins périphérique, bah là il y a quand même potentiellement de l'esprit critique, de la discussion qui est possible et donc de l'argumentation. Même pour beaucoup d'esprit critique dans certains domaines spécifiques, chez quelqu'un qui peut être extrêmement complotiste et faire pas du tout pour l'esprit critique ailleurs. On va faire beaucoup d'esprit critique pour réparer sa voiture, mais très peu d'esprit critique pour... Par exemple, oui, c'est ça. C'est possible. Exactement, c'est un excellent exemple, ça d'ailleurs. On peut tout à fait avoir beaucoup d'esprit critique sur un truc qui peut sembler totalement anodin, comme justement réparer sa voiture et dire « Ah là, mon garagiste, je pense qu'il essaie de m'entuber, etc. » Mais par contre, à côté de ça, écouter, de façon complètement acritique ces news, parce que c'est un truc parce qu'on est déjà radicalisé à fond extrême droite et tout, par exemple. Voilà, les biais de confirmation, tout ça, les contextes socio-culturels. Ok, très intéressant. Est-ce que ça te semble plus clair comme position? J'ai même l'impression qu'il y a peut-être même un nouveau point de convergence et qu'il commence à pointer son nez. Oui, à la fois un point de convergence sur l'idée du point de bascule, mais divergence sur la motivation. Parce que le militantisme... J'aurais pas voulu te lancer sur l'argumentation, mais ça me semble plus clair. Est-ce que tu as d'autres questions? Désolé. Hein. Oui, non, bien sûr. Je te lance, on continuera après. On a la divergence après, ce sera là pour ça. Exactement. Alors, merci beaucoup à toutes et tous pour cette séquence. Du coup, maintenant, public, vous avez la capacité de voter, en gros, d'attribuer des points de constructivité. C'est-à-dire que là, vous avez vu des échanges. Est-ce que vous les avez trouvés constructifs? Et vous pouvez dire, de 1 à 5, à quel point la personne a été constructive. Donc, je vous laisse faire ça. Et pendant que vous faites ça, on va tranquillement passer à la prochaine séquence.
c'est la séquence personne de faire. En gros, l'idée, c'est, maintenant que j'ai bien compris ta position, je pense pouvoir la réexprimer de façon claire. Et c'est le moment de le faire. Et ça nous permet de gagner la confiance entre vous, de montrer que vous êtes bien disposés à vous comprendre l'un et l'autre, et puis après d'avancer sur la suite, quoi. Donc peut-être si ça te va, Pascal, si ça te va, Oui, ça parfait. va, Pascal, je te propose de commencer sur la personne de faire, donc de nous exprimer ce que toi tu vois de juste et bon et de clair dans la proposition, dans la position de Gwen. Ouais. Alors, oui, les définitions, hein, toujours on était d'accord sur les définitions, et j'étais d'accord le fait que tout le monde a une idéologie, donc ça, oui. Alors, plutôt que les points voilà, d'accord, oui. c'est vraiment genre, qu'est-ce que toi tu comprends, genre, si tu te mets dans la peau de Gwen, tu fais, ok, alors Gwen, elle dirait que, tu vois, ça ressemble, mais avec tes mots à toi. Tu vois, c'est un Elle peu dirait ça, que sur la sur question. la question. Ouais. Alors, Gwen dirait que oui, l'idéologie, une idéologie peut-être plus modérée peut avoir une motivation, peut aider à la motivation épistémique, un militantisme peut aider les gens à s'intéresser à un domaine et à se documenter, et ça c'est positif. Et il y aurait un point de bascule, un moment où tout à coup l'idéologie devient trop forte et là entraîne des biais comme le biais de confirmation et voilà la cognition motivée où on va chercher à confirmer sa thèse et on va chercher à infirmer tout ce qui est différent. Et donc ça sera incompatible avec l'esprit critique, ou moins compatible. Voilà, ouais, exactement. Avec l'esprit critique. Oui, globalement, c'est ça. Ça Ouais. semble juste. Ok. Donc il y a cette idée de point de bascule, cette idée de gradation et cette idée de nécessaire motivation. Quelque part, l'idéologie, en fait, on ne doit pas essayer de l'annuler parce qu'elle est nécessaire. Même si on doit s'assurer qu'elle ne monte pas trop haut parce que sinon ça part dans tous les sens. Je comprends bien. C'est ça. Je crois. Oui, c'est ça. Ouais, Oui. ok, super. Très bien, merci, c'est très efficace. Gwen, qu'est-ce que tu peux dire en termes d'homme de fer, personne de fer pour... Alors, du coup, donc, si je comprends bien la position de Pascal, l'idée, c'est que l'idéologie, ça a toujours été, historiquement, un obstacle au raisonnement scientifique. Et du coup, pour, entre guillemets, débiaiser notre pensée collective, pour minimiser justement tous ces biais cognitifs, psychosociaux, etc., il faut avoir le moins d'idéologie possible pour penser de la façon la plus proche des données. Quelque chose qui semble important dans son discours, les données. Donc, penser de la façon la plus proche des données empiriques et voilà, et laisser notre, faire que notre avis il soit basé sur les données, quoi. Le moins possible ou diminuer simplement. Voilà, parce que, Donc on diminue le moins possible. Il y a l'idée des données aussi qui devrait forger notre conviction plus encore que d'autres idéologies, d'autres biais qui peuvent exister. Ok, très bien. Super, si vous êtes d'accord avec ça, très bien. Ça me semble que vous désignez ou montrez que vous avez bien compris la position de l'une, de l'un, de l'autre. On va passer à une autre étape qui s'appelle la racine. Alors, d'autres personnes m'ont proposé d'autres noms, de nouveaux noms. On itère, on réfléchit. Peut-être que c'est un noyau, peut-être que c'est un ancrage. Donc, on va essayer de métaphoriser tout ça. En gros, l'idée, c'est à quoi vous vous rattachez pour former votre opinion sur ce sujet. Quel est ce truc, ce socle, ce cœur, cette idée motrice à laquelle vous vous rattachez pour forger cette opinion? Parfois, c'est un moment vécu fort qui vous dit « mais ça, c'est incontestable ce truc ». Parfois, c'est juste une motivation intérieure, peut-être justement une idéologie. Voilà, donc qu'est-ce qui est à la racine de cette conviction que vous portez aujourd'hui, soit la positive, soit la négative de cette question? Peut-être je propose à Pascal, si c'est OK pour toi, de commencer là-dessus. Alors oui, moi la racine du problème, ça a été que j'ai fait des études plutôt scientifiques et j'ai trouvé plus intéressant ensuite les sciences sociales et humaines et je suis arrivé en psychologie. Et il y a deux choses qui m'ont surprise. Donc je suis arrivé entre la psychologie et la sociologie, puisque donc psychologie sociale, on a un petit peu les deux, ça m'intéressait beaucoup. Et j'ai suivi des cours un peu dans toutes les branches de anthropologie, etc. Et ce qui m'a frappé au début, c'est tout à coup d'arriver et de dire, il y avait des gens à Lausanne dans les années 60,
Dans les années, j'essayais de trouver le terme de 90 en français, donc 90. C'est pour ça que je suis parti sur 70 et c'était 90. Dans les années 90, à Lausanne, il y avait des gens en sciences politiques qui étaient très idéologisés à l'extrême gauche. Et quand on est arrivé en psychologie sociale, on avait des réunions et ils nous ont dit, mais les méthodes quantitatives en sciences sociales, c'est de l'impérialisme anglo-saxon. Donc tout est poubelle, ça vaut rien du tout. On peut pas faire d'études scientifiques en sciences sociales. Et ça m'avait un peu surpris, ça m'avait un peu choqué. Et c'est là que je leur avais déjà dit que j'avais cherché que on pouvait tester n'importe quelle hypothèse, qu'elle soit de gauche ou de droite, avec ces méthodes-là. Donc la méthode, elle est pas. Alors il y a des défauts à chaque méthode. D'autres méthodes sont mieux pour certains aspects, moins bien pour d'autres. Donc oui. Mais la méthode, elle est pas réservée à une méthode, une idéologie. Et donc ça m'avait surpris. Et aussi en psychologie sociale, chaque discipline a ses propres penchants un peu idéologiques. Hein, on le sait, même en sciences de la nature, les chimistes vont expliquer plutôt d'une façon. Alors là, je parle sous votre contrôle les spécialistes, mais les chimistes veulent plutôt expliquer par la chimie et les biologistes plutôt par des processus biologiques. Donc il y a aussi une petite guéguerre pour expliquer les phénomènes, de ne pas les réduire, ne pas tout réduire à la chimie ou etc. Et ça, on l'a aussi bien évidemment en psychologie. Et en psychologie sociale, on me disait, mais les biais cognitifs, en fait, ouais, ce serait mieux de montrer que c'est social, quoi, que c'est pas. Et moi, je m'étais dit, la question, elle est aussi un peu scientifique, c'est-à-dire elle est empirique. Est-ce que c'est social ou cognitif? Est-ce que c'est les deux? Voilà. Moi, on me demandait d'aller vers quelque chose, alors que moi, j'avais l'impression que je voulais plutôt tester et voir, voilà. Mais après, bien sûr, c'est vrai que l'approche elle-même peut. Si on a une telle approche, elle peut permettre de mieux mettre en lumière des facteurs sociaux qu'avec telle autre approche où on n'aura que si on étudie que les biais cognitifs, évidemment, on va pas mesurer les variables sociales. Donc, il faut aussi avoir les deux. Mais voilà, il y avait ces petites approches un peu idéologiques dans le domaine des sciences et qui m'ont un peu surpris. Et c'est là que je me suis dit, voilà, faisons attention et évitons ces a priori. Ok. Donc, c'est vraiment ton parcours de chercheur qui t'a amené à forger une conviction assez forte là-dessus, et notamment d'être confronté à d'autres collègues qui semblaient nier la réalité. Voilà. Et puis, après l'idéologie, évidemment, dans le domaine politique, oui, elle est très utile. Hein, ça aussi, je l'ai pas dit, mais là, on parle dans le domaine de la connaissance et du savoir, où là, par contre, si on milite pour une cause, évidemment que là, on va pas essayer de diminuer son idéologie, on va au contraire militer plus fort. Et voilà, comme pour le réchauffement climatique, c'est un bon exemple. Au niveau scientifique, là, on va pas truquer les données pour aller dans l'autre sens. Par contre, au niveau politique, on peut faire des actions qu'on trouverait un peu excessives pour. Je débattre là-dessus, parce que je pense que je suis pas d'accord. Mais, justement, alors, moi, c'est très amusant parce que justement, moi aussi, je pense que ma racine, la racine, en plus là pour le coup aussi chronologique, pour moi aussi c'est mon parcours de chercheuse et c'est dans ma thèse en fait justement ce qui m'a conduit à développer ça parce que justement quand j'ai commencé ma thèse, moi j'étais très peu politisé. J'étais une étudiante un peu classique, je faisais juste mes études et je regardais pas trop ce qu'il y avait autour. Justement, moi aussi, j'ai commencé avec un cursus très, sciences formelles. Moi, j'avais des mathématiques à la base, donc justement un truc très très éloigné des considérations sociales. Et en fait, en avançant dans mes études, justement, en me réorientant, didactique des maths, didactique des sciences, etc., je me suis intéressé à la société. Nécessairement, parce que on se fait une thèse en sciences de l'éducation, on est bien obligé de s'intéresser à l'éducation, donc à l'éducation nationale, au système éducatif, tout ce qui se passe, etc. Bon. Et comme j'ai fait ma thèse en particulier, donc justement sur les questions socio-scientifiques, les controverses socio-scientifiques, j'ai dû les étudier aussi un peu tout en détail, justement, donc les questions justement d'IA, de bioéthique, de genre, de transition écologique, de réchauffement climatique, c'est des choses que j'ai dû aussi étudier d'un point de vue sociologie des controverses et tout. Et en fait, je me suis rendu compte un peu imperceptiblement, je pense que, en fait, à la fin de ma thèse, j'étais beaucoup plus politisé au début parce que je connaissais beaucoup plus de choses, justement. En fait, au début de ma thèse, je connaissais pas grand-chose et du coup, j'avais absolument pas de motivation particulière à défendre quelque chose, etc. Et alors qu'à la fin de ma thèse, justement, j'étais beaucoup plus engagé politiquement et en fait, précisément par rapport à ce que tu dis, mon engagement politique principal, il est pour l'éducation. Et du coup, en quelle mesure est-ce que c'est complètement disjoint de mon travail scientifique ? Je ne pense pas, parce que justement, moi, j'essaie justement de faire un travail scientifique qui est le plus proche des données, évidemment, des données qualitatives, des données quantitatives. Les articles qu'on fait avec les collègues, ils sont quasiment systématiquement avec des méthodologies hybrides pour croiser, etc. Donc justement, on est extrêmement attaché aux données. Moi-même, dans mon groupe de travail, je suis un peu la madame méthodologie, parce que justement, je suis très, très attaché à la rigueur méthodologique de nos expérimentations.
Mais à mon sens, précisément, cet attachement à la rigueur, etc., il vient du fait que je vois énormément de discours, notamment sur mon sujet d'expertise qui est l'esprit critique, qui sont particulièrement de mauvaise qualité. Donc, c'est vrai que... Enfin, du coup, précisément, c'est amusant, parce que moi, j'ai vraiment le vécu un peu inverse de... Moi, c'est ma carrière de recherche qui m'a poussé à me dire que l'idéologie, c'est quelque chose qui est aussi potentiellement un moteur. Et moi, c'est vraiment ce qui me motive à faire des recherches qui sont les plus robustes possibles et qui soient les plus utiles possibles pour les enseignants, pour les politiques publiques, etc. C'est mon attachement à l'enseignement, à la qualité de l'enseignement et à l'esprit critique, en fait. Super. Merci beaucoup. Merci pour cette séquence. La séquence Racine, c'est toujours vrai, on peut applaudir, je pense. C'est vraiment un oublié du débat, la séquence Racine, cette séquence-là, je pense, parce que ça nous informe tellement sur pourquoi on est motivé à faire ce qu'on fait. Et à mon sens, ça donne un super bel espace de réconciliation, souvent aussi, parce qu'on voit bien ce qu'il y a de juste dans chacune des positions. Maintenant qu'on a fait un peu ce moment de divulgation de nos motivations, quelque part, on va aller un peu plus loin là-dedans, toujours dans un esprit de coopération pour trouver ce qui nous accorde et ce qui nous désaccorde. C'est les limites. Nos positions, elles sont ce qu'elles sont, elles ont des limites. Il y en a certaines qui ont déjà été un petit peu évoquées, donc vous n'avez pas besoin de les répéter. Mais si vous avez d'autres limites que vous voyez pour votre propre position, c'est le moment de les évoquer. Pascal, je te propose de commencer. Quelles limites tu peux imaginer à ta position telle que décrite tout à l'heure? Les limites, si on se réfère aux données empiriques, le problème, c'est après tous les débats qu'on voit, qu'on a vus pendant la pandémie, c'est que les données empiriques, même les méta-analyses, il y a des fois des méta-analyses, une qui dit oui, une qui dit non. Enfin, ça peut être après une guerre entre études. Est-ce que telle méthodologie est meilleure que telle autre? Donc, quand il y a un sujet vraiment très controversé, là, ça devient difficile. Si vraiment là, ça devient difficile de faire une idée, puisque selon quelle méthode on utilise, selon quelle méta-analyse dit ceci ou cela. Donc, voilà, la limite, ce serait, je pense, les sujets hautement controversés, mais qui peuvent après peut-être avec le temps aussi se décanter ou trouver une solution. Mais ça, ce serait la limite évidemment à toute démarche un peu empirique. Ouais, toute démarche empirique. Et tu vois pas d'autres limites à ta position? Est-ce que tu peux en imaginer d'autres qu'on a d'ailleurs peut-être même déjà un peu mentionné, mais j'aime bien t'entendre si toi tu estimes que certaines des choses qui ont déjà été mentionnées peuvent constituer des limites. Oui, il y aurait le fait de ça j'étais d'accord aussi avec sur le blog, c'est-à-dire se focaliser sur un type d'explication, un type d'étude scientifique. Évidemment, ça c'est une limite parce qu'on peut se focaliser sur les biais cognitifs uniquement pour le complotisme et dire c'est uniquement une affaire individuelle. Alors ça c'est aussi la limite parce qu'il faut justement faut faire tout le spectre et pas ça c'est de nouveau la cognition motivée où on va prendre que les études qui arrangent notre point de vue idéologique. Donc ça c'est la deuxième limite aussi. Ouais. Ok, très bien. C'est une autre limite. Et super. Bon, si ça te semble juste comme ça, moi, c'est vrai que j'avais peut-être une question là-dessus. Je me dis, tu as parlé de spectre un peu, toi, tu as parlé de saut qualitatif. On a parlé aussi du fait que peut-être ça peut motiver à la recherche, motiver à la recherche d'informations idéologiques. Est-ce que, pour toi, ce que tu disais en prémisse sur il faut réduire un maximum d'idéologie, est-ce qu'aujourd'hui, là, vu la discussion qu'on a eue, est-ce que tu trouves toujours que c'est la bonne manière d'évaluer ta position, ou est-ce que tu nuancerais un peu plus? Ouais. Non, mais t'as raison parce que je l'avais noté pour plus tard parce que je pensais que c'est la réunion des points de vue parce qu'il c'est un joli point de conjonction ici qu'on pourrait trouver, c'est-à-dire le point de bascule. Je suis aussi d'accord dans le sens où, par exemple, le complotisme, il y a un moment où tout à coup il y a une espèce de, ils appellent ça awakening, l'éveil, où tout à coup on fait partie du groupe et on coupe les ponts. Voilà, là je suis d'accord. Et l'autre chose sur laquelle effectivement sur la motivation, oui, c'est vrai, l'idéologie peut augmenter la motivation épistémique et ça c'est très positif, le militantisme. Mais je dirais pour trouver le point où on peut se mettre d'accord, c'est que il faut être
à la fois l'utiliser pour plus de motivation, mais être encore plus prudent, parce que la motivation épistémique, elle ira aussi dans ce qu'on veut trouver après dans la conclusion. Et ça, parce que bien sûr, on est motivé si on est militant, mais on est motivé aussi surtout par retrouver la conclusion qu'on vous, voilà, quoi. Et donc voilà. Donc on pourrait dire c'est positif pour la motivation, mais alors attention, augmentons aussi la vigilance épistémique. J'ai pris un petit risque en poussant un peu là, mais je trouve que c'est intéressant quand même, parce qu'on peut imaginer une petite limite de la position initiale. Merci beaucoup Pascal. Gwen, quelles sont les limites que toi, tu observes pour ta position? Alors les limites de ma position, évidemment comme toute position, il y a un domaine de validité, et donc le domaine il est circonscrit. Moi, je pense en termes de limites, déjà, alors la première qui va sembler un petit peu basique, c'est que les travaux sur lesquels je m'appuie sont encore en cours. Évidemment, on a encore beaucoup de travaux à faire sur la question de l'enseignement de l'argumentation, beaucoup de travaux à faire sur l'enseignement de l'esprit critique. C'est un champ de recherche. On a pris énormément de retard en France sur ces questions par rapport à d'autres pays européens et à l'international de façon globale, notamment en lien avec différents acteurs historiques de l'esprit critique francophone qui ont pas mal limité les recherches sur la question, en fait. Et donc ça, évidemment, c'est une limite importante, c'est qu'effectivement, peut-être qu'il y aura des données qui vont contrebalancer ça ensuite à l'avenir, quoi. Pour l'instant, je n'en ai pas, donc je reste sur cette position. Une autre limite qui est importante, c'est celle que j'ai donnée aussi à la fin de mon positionnement, qui est qu'effectivement, l'idéologie est compatible avec l'esprit critique jusqu'à un certain point. Jusqu'au point où, justement, quand on arrête de pouvoir argumenter de façon critique, c'est évident que, là, évidemment, parce que notre système de croyance, notre système de pensée, notre idéologie, nos croyances fondamentales, si on s'en remis en question au niveau identitaire par une donnée, un argument, quelque chose, là oui, ce sera incompatible avec l'esprit critique. Ça, effectivement, c'est un point que j'ai tout de suite concédé parce que je sais que c'est une limite de la position, évidemment, c'est quelque chose qu'on peut pas nier, quelque chose qui est relativement évident. Dans les autres limites aussi, je pense qu'on peut donner. Alors, j'en avais noté une en plus. Alors, attendez. Déjà en amont, j'avais fait mes devoirs bien et je me suis dit, je vais noter déjà des limites tout de suite. Oui, c'est ça. La limite aussi, ça dépend de la définition qu'on met à l'esprit critique. Parce que effectivement, si on considère plutôt l'angle dispositionnel, là, potentiellement, on va avoir peut-être plus de dispositions qui vont être impactées par du raisonnement motivé ou justement des biais de confirmation, etc., que les compétences. Les compétences, effectivement, une compétence, on l'a ou on l'a pas, et on peut l'utiliser ou pas si on l'a. Enfin bon, évidemment, ça se développe, les compétences, ça s'apprend. C'est pour ça qu'on travaille là-dessus. Mais ça va dépendre aussi de l'axe qu'on met sur l'esprit critique. Si effectivement on a une définition de l'esprit critique qui est plus proche de l'aspect disposition, on sera plutôt effectivement enclin à dire que oui, l'idéologie, ça peut impacter l'esprit critique. Si, comme moi, on a une vision globale de l'esprit critique, c'est-à-dire donc compétences, disposition, le tout notamment centré sur l'argumentation, là, effectivement, on va tenir plutôt ma position, du coup. Quoi d'autre? Du coup, là-dessus, ça m'intéresse, c'est dans la partie argumentation, donc il y a les dispositions et il y a les compétences. Les compétences, si on est justement très motivé avec une réflexion motivée, on va les appliquer pour plutôt confirmer nos a priori. C'est le classique de je connais tous les biais cognitifs, mais je les applique. Exactement. C'est un excellent exemple de pourquoi justement il faut s'intéresser aussi aux dispositions, à l'immunité épistémique, etc. Et effectivement, c'est très ironiquement une bonne limite de mon propos, c'est justement le comportement de certains sceptiques, qui est de justement on a une liste un peu de sophismes et de biais cognitifs, et donc du coup on va utiliser ces compétences-là pour véhiculer notre idéologie derrière, qui vient un peu en toile de fond et qui justement est en fait fait de façon complètement malhonnête, quoi. Donc ça, effectivement, c'est des choses qui sont importantes à noter. Est-ce que tu en vois d'autres? C'est déjà pas mal. Non, comme ça. Ok, super. Écoutez, merci à tous les deux pour cette séquence. Encore une fois, on laisse au public l'opportunité de nous dire si il vous a trouvé constructif.
Et on va tranquillement passer, même si on a déjà mentionné quelques aspects, donc on va construire là-dessus, hein, on va tranquillement passer vers la convergence et la divergence. Alors, ces 2 étapes de fin, c'est les plus importantes, je pense, au sens de, elles nous permettent de conclure, c'est pas important au sens du processus, on a un problème. Le problème, c'est qu'il faut qu'on trouve tous les trucs sur lesquels on est d'accord. Et l'autre problème après, c'est qu'il faut qu'on trouve tous les trucs sur lesquels on n'est pas d'accord. Et ce problème, on va essayer de le résoudre ensemble. Je vais essayer de vous aider aussi, parce que j'ai l'impression d'avoir écouté quand même pas mal ce que vous avez dit, et je pense qu'on va trouver pas mal de trucs. Alors, selon vous, là, quels sont les points sur lesquels vous êtes d'accord? Quels sont les points de convergence qu'on pourrait mettre sur la table, là, pour qu'on les observe, on les regarde, on les analyse? Quels seraient des points de convergence? Si je peux commencer, ouais. Moi, à mon sens, déjà en termes de convergence, il y a clairement le fait que, dans une certaine mesure, l'idéologie peut être un obstacle. Alors, je pense qu'effectivement, la divergence, elle est où est-ce qu'on met la barre dans une certaine mesure, mais la convergence, c'est que effectivement, oui, il y a des cas où on peut être dans des systèmes de pensée qui nous empêchent d'argumenter de façon raisonnable et donc de prendre des décisions raisonnées. Ça me semble être quelque chose qui est très consensuel. Alors, est-ce que si je pousse un peu le vis, je vais un peu plus loin, ça ressemblerait quoi ce cas? Parce que vous avez donné des exemples, plutôt des exemples de l'extrême droite, plutôt des exemples complotistes, mais si on devait mettre des critères dessus, là, spontanément, ça ressemblerait à quoi? Si on est capable de le faire, on n'est pas capable de le faire, mais... je pense qu'on va l'exprimer avec des termes qui sont relatifs à nos disciplines respectives de recherche, mais moi, typiquement, je parlerais plutôt on va dire, justement, de ces core beliefs, quoi, l'attachement un peu identitaire à ça, le fait que, voilà, quand on est accroché de façon extrêmement centrale, quelque chose qui va définir notre identité, là, ça peut être un frein. Ça ressemble à des critères de l'humilité intellectuelle. Des critères dispositionnels. C'est pas forcément, du coup, c'est pas une question de manquer d'humilité intellectuelle, parce que justement, on peut être quelqu'un d'assez humble émotionnellement, intellectuellement, pardon, justement, on va avoir une humilité intellectuelle importante, mais si on est remis en question sur quelque chose spécifique qui est vraiment un peu comment dire, un point critique un peu, il y a un truc critique dans notre pensée, alors un ou plusieurs, hein, ça va dépendre, mais là, c'est vraiment quelque chose où on va dire, non, là, non, quoi. Là, on peut pas se remettre en question là-dessus, etc. Donc là, je pense qu'effectivement, ensuite, c'est toujours, ça dépend de quoi, parce qu'il y a des choses qu'on peut accepter de discuter, ou des choses où vraiment, là, on est vraiment tellement loin qu'on va dire, non, là, aucune donnée ne me fera changer d'avis. Là, on est vraiment sur le cas extrême de chez extrême, parce qu'il y a des choses qu'on peut juste dire, oui, effectivement, je le discute, j'ai un avis qui est déjà très, très fort, mais effectivement, s'il y a des données, on peut être... C'est à nouveau, moi, dans la façon que j'ai de le penser, c'est comme je pense par l'argumentation en premier. Moi, c'est vraiment comment est-ce qu'on aborde une situation d'argumentation, et donc comment est-ce qu'on peut dialoguer avec quelqu'un qui est pas d'accord avec nous. Et donc, de fait, moi, je vois vraiment dans mes recherches les personnes qui ne peuvent juste pas dialoguer parce que c'est impossible, parce que juste le dialogue est inconcevable, et les personnes qui peuvent dialoguer mais qui en fait le font de façon tellement malhonnête que in fine limite c'est pire que les personnes qui ne peuvent pas dialoguer, parce qu'au moins elles disent non, ça c'est trop, au moins elles sont conscientes de ça, alors que les personnes qui font semblant de dialoguer en disant oui, mais je suis quelqu'un de très ouvert à la discussion, et en fait pas du tout, parce que c'est juste la mauvaise foi, tenter plus. Ça, évidemment, on est un peu les deux qui sont dans un truc un peu critique comme ça. Et ensuite, effectivement, il y a différentes façons d'argumenter, donc notamment différentes façons de prendre en compte les preuves, les arguments qui peuvent être empiriques, qui peuvent être axiologiques, qui peuvent être de différents ordres, quoi. Mais voilà. Donc c'est vraiment ce truc de l'identité de la personne. Est-ce que toi, tu aurais d'autres critères, Pascal, que tu pourrais proposer, peut-être sur lesquels... Je ne sais pas si tu es d'accord déjà avec celui-ci. Oui. Un bon critère. Ce critère de point de bascule. Ce critère de point de bascule dont on parlait, le saut qualitatif dont tu parlais. J'ai l'impression qu'on est relativement d'accord là-dessus. Est-ce que, je sais pas, tu proposes un autre critère si on devait construire un scale Non, c'est ce point de bascule. Et oui, attention avec la motivation, mais ça on en parlera après peut-être.
Alors, Parce qu'on est d'accord. Sur lequel vous êtes d'accord, Voilà. vous êtes d'accord sur quoi d'autre? Bah, vas-y, si tu as d'autres Ah, idées. non, alors, On si change, on est on d'accord. avance. Bah oui, Sur quoi d'autre? alors, point de bascule, moi je suis d'accord, identitaire, Mmh, ouais. Et puis, bah, l'idéologie en tant que motivation épistémique, hein, c'est ça où Absolument, on est on en a d'accord parlé. aussi. Motivation épistémique, ça c'est Mais là aussi, petit bémol, alors je sais pas si on peut ajouter aussi les, le bémol. ouais. Un Ou pas peu encore. plus tard, Un peu plus tard, ouais, ok. je- Motivation je- épistémique. Ok, Mais- est-ce qu'il y a d'autres positifs? Ouais. Ah, mais effectivement, la motivation Ouais. aussi, enfin, comme tu l'as dit, Pascal, c'est vrai que j'ai pas pensé, mais c'est vrai que c'est extrêmement important dans notre échange là. C'est qu'effectivement, l'idéologie, comme potentiel vecteur de motivation épistémique, c'est quelque chose qui est vraiment, enfin, je pense qu'on est tous les deux d'accord là-dessus, Ouais, que ouais. je pense que ça peut avoir un intérêt, justement, y compris pour les scientifiques d'ailleurs, de justement, on va vouloir C'est un peu travailler la là-dessus. guillotine de Hume, c'est-à-dire que voilà, on en a besoin. En fait, pour faire ce saut-là, Oui. pour émettre une hypothèse, pour être motivé, Mhm. ben, on a besoin de quelque chose qui nous anime Oui. pour être motivé à faire. Mhm. Et pour autant, j'entends aussi Pascal dire, mais il faut rester très vigilant dans ce cas-là. Mhm. Donc bien identifier la motivation Mhm. pour rester vigilant à cette motivation. Mhm. Pour être sûr qu'on va pas Ouais. juste justifier post-hoc. Bah, pas parce que qui est le plus motivé du monde, c'est le complotiste. Le complotiste du 11 septembre, c'est un type Il est très motivé. Il a passé 10 ans, il a lu des milliers de pages, il sait tout Ouais, lire. ouais. Il C'est est un devenu forme de- ingénieur, il est devenu, il connaît les services secrets. Et quand on discute avec lui, il te noie d'informations. Ouais, Tu t'abonnes. il faut l'argumentatif. Voilà, là, et lui, il est motivé. Et il a ses vertus. Et donc les vertus suffisent pas. Enfin, où elles sont tout cas, peut-être les à méthodes, garder peut-être une, tu vois, de nouveau rester aussi au milieu de l'échelle ou pas trop loin il y a de. les Voilà, pas compétences, trop mais loin. il n'y a pas les dispositions. Un truc Mhm. dans le genre. Mhm. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce qu'on converge là-dessus ou pas? Bah, effectivement, ça va dépendre. Enfin, faudrait y aller vraiment très très en détail avec les grilles qu'il y a sur l'esprit critique, etc. Mhm. Mais oui, bah ça de toute façon, c'est un peu ce que je disais par rapport au côté fanatique de potentiellement voilà, quelqu'un qui a passé justement des dizaines de milliers d'heures sur la question. Mhm. C'est quelqu'un qui aura créé un énorme attachement et qui aura vraiment une construction identitaire autour de ça. Et donc du coup, ça renvoie à ce que je Voilà, disais tout à l'heure. identité personnelle Voilà, cette fois, c'est ça, pas c'est- forcément sociale. mais- Exactement. Et donc, voilà, je vais prendre un exemple qui semble pas extrême, juste pour voir si ça peut s'appliquer. Par exemple, Mhm. je suis un spécialiste du climat. Mhm. J'ai étudié le climat pendant 30 ans. Je regarde que des preuves qui valident mon idée première parce que je suis un bon scientifique, j'ai bien étudié, etc. Mhm. Et puis là, d'un coup, plusieurs preuves viennent remettre en question une partie de mon analyse. Je suis plutôt disposé, a priori, à rejeter ces preuves. J'aurais du mal à les accepter parce que mon idéologie première qui m'a amené à faire preuve de beaucoup d'esprit critique pour avoir toutes ces preuves accumulées fait que peut-être là, j'aurais du mal à faire preuve d'esprit critique. Non, on n'est pas d'accord là-dessus? Bah, à mon sens, pas forcément. Ok. Et typiquement, quand on regarde le fonctionnement des sciences, c'est précisément pas ce qui se passe dans le fonctionnement des Ok. sciences. Typiquement, alors moi je prends un exemple que j'aime beaucoup parce que c'est un peu un exemple très frappant et justement au sens très strict, très lourd. C'est l'exemple de la matière noire. En physique, la matière noire, c'est quand même un super exemple de une donnée absolument aberrante qui ne remet pas en question la théorie initiale. Je sais pas si vous connaissez comment on arrive à ce concept de matière noire. La matière noire, donc, c'est une matière qu'on ne peut pas observer, avec laquelle on ne peut pas interagir, mais qui a une masse. Et comment est-ce qu'on est arrivé à cette construction théorique de la matière noire? C'est parce que donc on avait nos modèles mathématiques de l'univers et on a fait donc des expérimentations, des observations, des calculs, etc. Et puis on s'est rendu compte que notre modèle mathématique, il prédisait 1/10 de la masse qu'on a observée. 1/10, donc vraiment une erreur, mais monumentale, un cataclysme. Et au lieu de dire, on fout tout à la poubelle, on a mis, en fait, ce qui peut un peu apparaître d'un point de vue scientifique, un peu une rustine, quand même. On a un gros trou dans notre pneu, puis on va mettre une rustine et dire, en fait, il y a une matière qui n'existe pas, enfin, qui existe, si, elle existe, évidemment, elle est là, elle a une masse, mais on la voit pas, on peut pas interagir avec elle, mais elle est là et elle a une masse. Et ça, c'est une théorie qui est complètement consensuelle en physique. Enfin bon, évidemment, il y a quelques physiciens qui sont très à la marge, qui vont un peu critiquer ça, etc. Mais justement, c'est quelque chose de tout à fait consensuel. Et c'est quelque chose qui existe, et c'est quelque chose qui est courant en science. En fait. Et je dis pas, en disant ça, que la physique, la physique quantique, c'est escroquerie, pas du tout. C'est comme ça que ça fonctionne en science. Évidemment, si on a un modèle scientifique qui est extrêmement robuste, qui est extrêmement solide, qui a des explications très puissantes, etc., typiquement, il y en a plein en physique en particulier. J'adore parce qu'en plus la physique, c'est vraiment
la science où on se dit ah ouais c'est une science hyper rigoureuse, etc. Et des exemples comme ça, il y en a plein. Genre typiquement, il y a pas longtemps, avec l'accélérateur de particules, on s'est rendu compte que ah là là, on a observé une particule qui va plus vite que la lumière. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on met est-ce qu'on retourne la table en disant bon ok, finalement notre théorie Einstein disait n'importe quoi, on s'en fout, allez hop, on réécrit tout, ou est-ce qu'on refait une expérimentation, on se dit ah en fait non, c'est un artefact. En fait, c'est juste une erreur. Bon, bah ouais. En fait, les données en tant que telles, bah ça dépend ce qu'on en fait. Elles s'insèrent dans des théories. Et donc de fait, l'exemple que tu donnes de scientifique comme ça, moi à mon sens, et je suis pas sûr qu'on soit d'accord avec Pascal là-dessus, c'est que moi à mon sens, typiquement le scientifique là, bah s'il est vraiment dans une démarche scientifique en fait, même si ponctuellement sur un point il y a quelque chose qui peut remettre en question un point, une partie, il le fait, mais en partie. Et ça veut pas pour ça qu'on va juste complètement foutre à la poubelle Bien sûr. le truc. Les données, elles sont pas binaires en mode c'est oui ou c'est non. Enfin, les données, elles s'insèrent dans des expérimentations, qui s'insèrent donc dans des méthodologies, et les méthodologies, elles viennent de théories, et ces théories, elles sont relativement stables. Et donc, il y a quand même elles ont une capacité prédictive. prédictive, explicative, construite, etc. Et donc, du coup, de fait, on peut pas juste remettre, tout jeter, et ce sera pas... C'est pas mon propos. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ce sera pas un problème idéologique de questionner plus spécifiquement ces données si pendant 30 ans, on a observé que des données qui vont dans l'autre sens. C'est absolument normal en science, quoi. C'est ça que je veux dire. C'est pas plus ou moins idéologique. Oui, mais alors, l'exemple n'est pas tout à fait le même, parce que la matière noire, en fait, c'est le fonctionnement un peu normal de la science. C'est-à-dire que si on fait une hypothèse et qui est effectivement qui est au niveau des idées, de l'idée, qui est pas, mais tous les physiciens veulent des expériences pour prouver. Et maintenant, ils s'activent pour trouver des preuves de ça. Et c'est pour ça qu'on veut construire un plus grand accélérateur pour trouver des traces de cette matière noire. Et donc là, c'est le fonctionnement normal. C'est-à-dire que là, simplement, il y a une anomalie. On propose des hypothèses et pour l'instant il y a rien, mais on va chercher des preuves de ça. Donc c'est même intéressant de point de vue de l'observation, parce que ça veut dire que parce que des fois il y a le débat rationalisme, empirisme, et là c'est un bel exemple d'empirisme, c'est-à-dire on est obligé de postuler quelque chose à partir des données. Donc parce qu'on nous dit toujours les données sont pas indépendantes, vos données sont produites par le chercheur ou la chercheuse, et là pas forcément, parce que là on veut pas cette matière noire, enfin ils en veulent pas, c'est une anomalie, et donc c'est intéressant, c'est parce que empiriquement on va dire on postule ceci et maintenant on va essayer de le tester donc avec le hypothético-déductif, donc c'est même intéressant. Et par contre l'exemple que tu donnais Peter avec le climat, c'est vrai que après quelques études on aura tendance à les mettre de côté, mais là justement la science est bien faite, c'est-à-dire que chaque savant a ce biais de confirmation, cette idéologie qui là est formée par son expérience pendant des années, et ça aussi c'est un piège de dire tout le monde là aussi, plus on a d'études qui montrent un truc, plus on sera un peu réfractaire avec les autres études qui arrivent, mais là les autres chercheuses ou chercheurs pourront vous dire vous avez tort, avec le temps les autres seront convaincus d'abord, on dit que voilà, les changements scientifiques c'est d'abord la marge, les plus jeunes et les plus vieux finissent par mourir, même s'ils ont défendu comme disait Gaston Bachelard, justement, les vieilles idées meurent avec les gens qui les défendent. Voilà, tu citais Bachelard tout à l'heure, moi c'est une phrase que j'aime beaucoup de Bachelard, c'est celle-ci. Donc on voit bien qu'il y a une idéologie nécessaire qui sous-tend à peu près tout ce qu'on va faire. Y compris les recherches scientifiques. Qu'elle peut informer, motiver la recherche d'information, qu'elle peut du coup faire partie de la démarche d'esprit critique. Mais il y a un saut qualitatif, il y a à un moment donné un point de bascule, en fonction du vocabulaire qu'on peut utiliser, qui nous amène à un endroit on n'est plus trop bon en esprit critique, quoi. On est moins bon. Et le point de divergence là sur lequel on semble s'appuyer, c'est la base nécessaire. Toi, tu penses qu'elle a un double tranchant, c'est-à-dire elle est nécessaire, mais faut faire super attention. Et toi, tu dis c'est pas vraiment un double tranchant. Oui, ça peut effectivement, pas forcément un double tranchant, parce que, moi justement partir du principe que parce qu'on a des convictions, il faut nécessairement, là effectivement, je pense qu'il y a un point de divergence, parce que le fait de dire parce qu'on a des convictions, il faut nécessairement se méfier de soi-même, en fait, ça me semble être un peu, comment dire, c'est un peu s'aveugler soi-même, parce que si après on va dire ok, je vais adopter une position, en fait il y a un côté très justement biais du juste milieu que de dire je prends des positions qui sont systématiquement au centre, du coup je suis sûr de pas être biaisé parce que je suis mais non, mais juste c'est dire il y a quelqu'un, j'ai des positions qui font que je suis systématiquement au centre dans mon groupe, je suis toujours très très nuancé, etc. Bon, d'une part c'est absolument pas une preuve qu'on a raison, clairement pas, et d'autre part c'est pas pour ça qu'on n'a pas une idéologie en fait.
Et donc, du coup, le fait de dire, je serai moins biaisé si je suis systématiquement au centre, à mon sens, ça, c'est pas une bonne façon de faire. Ouais. Parce que justement, c'est en soi un biais de penser qu'on sera moins biaisé si on est au centre. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc, je comprends, je pense ce que tu veux dire. Je pense qu'on voit en effet un petit point de divergence, mais en fait, il est assez faible. C'est-à-dire, oui, c'est local, de toute façon. ok, bon, c'est vrai que moi, je vois un vrai double tranchant. Moi, je vois pas trop. Bon, je pense que nos divergences, elles sont à un autre niveau. Enfin, ok, je pense que moi, de notre échange là qu'on a pu avoir, puis de ce que j'ai lu aussi des travaux de Pascal par ailleurs, etc. Moi, je pense qu'il y a deux grosses divergences qu'on peut avoir. La première, elle est d'ordre épistémologique. C'est vraiment comment est-ce qu'on conçoit les sciences. Et je pense que justement Pascal, il est vraiment beaucoup plus empiriste que moi. Moi, j'ai vraiment un penchant beaucoup plus pragmatiste dans mes recherches. Savoir que Pascal, ça s'entendait dans le discours, il y avait beaucoup les données, voilà, c'est important, etc. Alors que moi, effectivement, pour moi, c'est la base des recherches scientifiques, c'est les données. Moi aussi, je fais des expérimentations, mais je suis plus sur des courants épistémologiques, on va plutôt dire constructivistes, à savoir où les expérimentations, moi, je les considère comme construites, les données, je les considère comme construites, parce que, justement, moi, pour faire une recherche scientifique comme que j'estime convenable dans mes papiers de recherche, je passe environ une vingtaine d'heures en réunion avec mes collègues pour faire de la méthodologie, parce que la méthodologie, c'est les données, elles n'existent pas, genre en dehors de nulle part. Et donc, du coup, je suis beaucoup plus constructiviste et je pense que du coup, on n'a pas exactement la même vision des sciences de base. Et de cette vision des sciences qui diffère, ça génère, potentiellement une différence de compréhension sur ce que c'est que l'esprit critique, mais plus ou moins proche des sciences. Et aussi une vision de la porosité entre le domaine scientifique et le domaine politique. Je pense qu'on a une divergence fondamentale qui est la façon dont on envisage les sciences. Typiquement, Pascal tout à l'heure citait Popper, et moi je ne citerai, Popper, oui, il a dit des choses intéressantes, mais il a été réfuté par la suite. À mon sens, il a été réfuté par la suite, et donc du coup, je ne citerai pas Popper personnellement. Mais donc il avait raison, s'il a été réfuté. Il avait raison, oui et non, du coup. Ah non, c'est une taquine. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Mais il avait raison. C'est le réfutationnisme de Popper. Joke, voilà. Epistemological joke. Tout va bien. Mais voilà, donc typiquement, en fait, on a une vision de l'épistémologie, donc de comment les sciences se font de façon un peu différente, et qui, je pense, doit se traduire aussi par rapport à nos disciplines de recherche, nos cultures scientifiques, etc. Ça s'est vu, je pense, dans notre ancrage à toutes les deux sur justement sa trajectoire en recherche et la mienne, qui justement ont un peu divergé. Et du coup, de cette différence au niveau épistémologique, il y a une différence sur le lien entre esprit critique et science, qui du coup va impacter directement la question, et la différence qui, je pense, est aussi fondamentale sur le lien entre politique et science. Je pense pas. Il y a pas si divergence, parce que moi c'est pas Popper, c'est Lakatos que je préfère. Je suis terriblement lakatosien, c'est-à-dire que lui il essaye de réconcilier le rationalisme de Popper avec les facteurs sociaux et les trucs constructivistes, et il arrive justement à éviter, c'est ce qu'il dit, en tout cas moi je trouve c'est vrai, il arrive à éviter le relativisme kuhnien, feyerabendien, et il arrive lui à rester, et ça j'aime bien. Donc les données, oui, sont construites, mais partiellement construites, c'est ça toute la différence, parce que justement une donnée d'une recherche, oui, on peut pas y faire confiance, mais si on multiplie les méthodes et on multiplie les recherches avec des méthodes différentes et qu'on trouve toujours un peu la même chose, nous avec le complotisme, on peut faire des études sur les blogs, on peut faire des entretiens, on peut faire des questionnaires, et si on retrouve la même caractéristique avec plusieurs méthodes, là, on évite le constructivisme, parce qu'on peut dire, le résultat, il est partiellement indépendant de notre méthode. Donc voilà. Et ça, sinon, si les données sont totalement déterminées par la méthode, alors là, on est dans le relativisme total. Donc il faut qu'il y ait, déterminé par la méthode. Effectivement, il faut bien qu'il y ait une stabilité. Dans le réel existe. On peut être constructiviste sans penser que le réel n'existe pas. Non, mais voilà. Mais non. Enfin, c'est pour ça, je pense qu'il y a vraiment ce sera un débat qui pourrait durer des heures, je pense, et un peu technique sur l'épistémologie des sciences, etc. Mais c'est très intéressant parce que je comprends que tu as volonté de pointer les contrastes et tout. Et tout à l'heure, je t'entendais parler des chimistes qui auraient une vision de chimiste, des physiciens qui ont une vision de physicien. Et moi, de mon point de vue non scientifique, au milieu, je me dis, j'ai un peu l'impression d'entendre un marteau qui parle de clous et un tournevis qui parle de vis. Alors que
bah, j'ai un mob Ikea devant moi, il faut que je me débrouille, quoi. Donc, Alors, et au final, je pense que vous avez quand même beaucoup Oui, raison, mais tous en fait, les deux, quoi. c'est un excellent exemple ce que tu dis, parce que dans ton mobile Ikea, il y aura à la fois des clous et des vis. Exactement, c'est pour Et ça du que coup, je de veux pas être fait, moi je suis. relativiste Non, mais le mais truc étant que. compatibiliste. Enfin, je suis assez d'accord que. Ouais. Enfin, moi, de toute façon, une grande partie de mes. Enfin, effectivement, moi, je suis didacticienne des sciences à la base, mais. Il y a énormément de choses que je cite et que j'utilise, et c'est pour ça, hein, moi, les définitions que j'ai utilisées, c'est des définitions de psychologie sociale, parce que c'est aussi des travaux que j'utilise. Moi, j'utilise beaucoup de psychologie, alors beaucoup plus de cognitif que de social, mais c'est quelque chose, effectivement, enfin, Ouais, vous êtes assez il y a des d'accord. ancrages disciplinaires, etc. Ensuite, à titre personnel, moi, il y a pas mal de choses en psychologie qui me dérangent, typiquement, justement, au niveau de méthodologique. Justement sur les façons de construire les questionnaires, etc. Mais ça, ce serait des discussions qui prendraient des heures parce que c'est mes petits trucs de méthodologiste acharné. Mais effectivement, c'est de toute façon, enfin, c'est pour ça que l'impérialisme disciplinaire, c'est jamais bon, justement, le fait de dire que, bah oui, il y a une diversité de méthodes, il y a une diversité d'approches, il y a du quantitatif, du qualitatif, etc. Et puis, comme c'était dit à la table ronde juste avant, ça dépend aussi de comment c'est fait, sans conflit d'intérêt, avec justement un enjeu un attachement à faire des choses qui soient robustes, à la fois au niveau empirique et au niveau théorique, etc. Et ça, c'est des choses qui sont essentielles. Ouais. Moi, j'entends quand même beaucoup de convergences entre vous et j'en suis assez heureux. Je pense qu'on a une idéologie commune qui est le fait qu'on soit scientifique. Ouais. Oui, c'est déjà pas mal. Alors, je sais que c'est dur, mais bravo, bravo. Ouais, je veux dire. Enfin, c'est quand même plus sympa que sur Twitter, non? Oui, Ouais, je dirais, moi, franchement, je dirais que le problème de la divergence, c'est après le dialogue sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est voilà. c'est ça le problème. Alors, le problème, c'est- c'est pas le dialogue Oh. en vrai. On va voir, parce que justement, là, je vous incite en tant que public à, encore une fois, donner une appréciation de ces prises de parole sur le plan à quel point elles ont été constructives. Après ça, on va faire un post-test, donc restez un petit peu, je sais qu'il y a déjà eu des départs pour le déjeuner, mais restez un petit peu pour faire un post-test, et comme ça, on pourra évaluer s'il y a en effet des moments ou des points sur lesquels on peut évoluer. Moi, je dis ça parce que, en gros, je sais, c'est un débat public, c'est compliqué de dire oui, je change ma position, mais dans vos discours, j'entends quand même beaucoup de subtilité, beaucoup de compréhension de l'une, de l'un, de l'autre. Et ce faisant, ce que je me dis, c'est que il y a quand même beaucoup de choses à prendre dans vos deux perspectives et qu'on peut s'en faire une idée assez légitime. Alors, je ne vais pas faire des fallacies de juste milieu, c'est vraiment pas ce que je veux faire. Mais dans ce cas précis-là, j'ai l'impression qu'on peut quand même pas mal s'accorder, quoi. On peut s'y retrouver. Non. Bah, je pense qu'il y a des accords vraiment fondamentaux qui seraient Plus en trop amont, longs quoi. et plus techniques, ouais, plus en amont sur le lien qu'on voit. Mais vraiment, c'est pour ça, je pense, dans l'épistémologique, le lien qu'on a entre sciences et politique, etc. Mais le fait est que justement, enfin, moi, j'ai beaucoup lu ce que faisait Pascal, donc effectivement, ça m'a pas forcément, enfin, ça m'a permis de clarifier quelques éléments avec lesquels je reste en désaccord, mais ça m'a quand même permis de clarifier des éléments. Ouais. Mais au moins, tu peux voir que sa position ne te semble peut-être ou peut sembler à d'autres personnes moins extrême, et peut-être la position de Gwen peut te sembler aujourd'hui peut-être un peu moins extrême que vous avez pu peut-être imaginer ou voir sur les réseaux. Non. Je vous pousse, mais vous savez pas obligé. Tu as moi, j'avais lu beaucoup de ses travaux, un donc je peu connaissais sa position. Post-test, on y va. Allez. Je te passe mon téléphone.